il y a de cela 2 ans, nous avons posé la question à Paul Kagame à propos de cette nouvelle loi anglaise qui permettra aux demandeurs d'asile en Angleterre, surtout ceux qui ont traversé la Manche en quittant la France pour arriver sur la terre anglaise, d'aller rester au Rwanda en attendant que leur dossier soit traité et accepté. Et Paul Kagame s'est prêté au jeu. Il est sorti, il nous a dit que il ne gagne pas vraiment en faisant ça, que c'est un acte charitable. Qu'il a eu l'idée en rencontrant un immigrant ghanéen, docteur, qui immigrait en Europe. Après avoir vu nos frères africains mourir dans le désert, dans la Méditerranée, il a décidé de faire quelque chose. Mais il n'avait pas les moyens. Lui, Paul Kagame, n'avait pas les moyens. Mais comme les Anglais lui ont demandé de les aider, il s'était dit, mais c'était l'occasion que je cherchais. Donc, revenons un peu à ce que Paul Kagame a dit. Il voulait aider les immigrants clandestins. Les Anglais lui ont offert une opportunité d'aider les immigrants clandestins et il a saisi cette opportunité. C'était la réponse de Paul Kagame il y a 2 ans à la nouvelle loi anglaise. Il nous a dit qu'il a construit tout le nécessaire, les écoles, l'endroit où les loger et s'ils veulent, ils peuvent même rester au Rwanda et travailler. Mais en consultant bien la liste des demandeurs d'asile en Angleterre, il y a très peu d'Africains, même si les bateaux qu'on nous montre sont souvent les bateaux chargés d'Africains. Donc le challenge aujourd'hui, c'est comment Paul Kagame va réussir à faire ce brassage de culture et insérer ces immigrants dans l'économie rwandaise. Nous savons qu'en 20 ans à la tête du Rwanda, Paul Kagame a accompli des miracles économiques et d'après ce que les gens disent, grâce au coltan congolais. Mais à ça, il ne répond pas. Pas encore. Mais il viendra pour nous donner plus d'explications sur cette guerre au nord du Congo. Mais pour le moment, revenons à l'immigration. Donc, c'est ce que Paul Kagame nous dit, que presque 35 000 immigrants vont arriver sur la terre rwandaise. Et quand ils vont arriver, ben, il va bien s'en occuper. Sachez que seulement l'année dernière, 100 000 dossiers ont été traités. Et sur ces 100 000, 52 000 seulement ont été acceptés pour avancer avec. 35 000 personnes seront déportées, envoyées au Rwanda et déportés dans leur pays natal. Et s'ils arrivent au Rwanda, ils décident de rester au Rwanda. Paul Kagame leur promet éducation et boulot. Eh bien, nous sommes tous intéressés de voir comment cela va se faire. Mais déjà, les associations de droits de l'homme en Angleterre se battent. Ils disent non, que c'est inhumain. D'abord, les Anglais eux-mêmes sont des grands explorateurs. Ils se sont promenés un peu partout dans le monde et rencontré beaucoup de cultures. La langue anglaise est l'une des langues la plus parlée au monde. Ensuite, l'Angleterre a toujours été désignée, surtout le Royaume-Uni a été toujours désigné comme un pays très tolérant où le Premier ministre même est un immigrant. Donc, celui qui se bat pour que les autres immigrants soient déférés au Rwanda est un immigrant. Mais elle dit qu'il va se battre contre l'immigration illégale des bateaux quittant la France pour arriver en Angleterre. D'après lui, ça cause beaucoup de morts. C'est pour préserver la vie. Ben, nous sommes tous intéressés de voir comment des gens aussi tolérants comme les Anglais qui ont participé à la colonisation presque de toute la Terre, sur les continents, tous les continents, on trouve une colonie anglaise, ben, en fait une ancienne colonie anglaise,
vont résoudre le problème de l'immigration. Comme disait un écrivain nigérien, ils sont venus nous visiter. Maintenant, nous aussi, nous voulons les visiter. C'est là où il y a le problème. C'est le paradoxe anglais. C'était beau quand ils visitaient le monde. Ça devient un problème quand le monde veut les visiter. J'en profite pour saluer mes cousins anglais. Oui, j'ai des cousins qui sont nés en Angleterre, qui vivent en Angleterre. Et je voulais leur dire, j'ai toujours eu envie de dire ça. Take the bloody shots. Maintenant, passons à la vidéo de toujours des forums panafricanistes. C'est la vidéo de l'aide générale de Cointre. Une vidéo qui a été intitulée quelque chose soldat français, qui donne l'impression d'être une vidéo pour soutenir l'armée française, mais qui a été détournée pour le forum panafricaniste parce qu'il a parlé du cas malien dont nous parlons aujourd'hui. Quand j'ai vu le début de l'interview, il parlait des prouesses des soldats français, puisque le président français a fait une sortie où il disait qu'il pouvait envoyer des soldats français sur le terrain ukrainien. Vous savez qu'il y a une guerre en Ukraine. Et la plupart des voix se sont élevées en disant que la France ne se bat pas seule. Si la France devait aller, l'OTAN devait aller. Si l'OTAN devait aller, bien, la Russie aura beaucoup de fronts. Et la Russie ayant des frontières avec certains pays. La Russie a une frontière avec les États-Unis, si vous ne le savez pas. Ça peut créer autre chose. Donc, à force de cette déclaration et le fait que le président russe est même sorti pour dire si la France a fait cette déclaration, c'est parce que la France a perdu 3 pays sahéliens. Je pense que cette vidéo a été faite dans cette forme aussi. Puisqu'il a parlé d'abord des prouesses des soldats français, où il a même dit que lui-même, il a fait un acte héroïque sur un pont. Ensuite, nous venons aux 2 questions sur le Sahel. La première question et la première réponse sur le Sahel, nous tous, nous l'avons pensé. L'échec au Sahel n'est pas seulement dû aux soldats français et aux soldats de l'OTAN, même si la destruction de la Libye, c'est leur première responsabilité. Nous savons tous que la destruction de la Libye a permis vraiment les armes de circuler dans le Sahel, ces armes qui ont armé ces groupes rebelles et djihadistes. Donc, mais ensuite, il y a eu aussi l'échec de la CEDEAO, l'échec de l'Union africaine et l'échec des soldats maliens, plutôt des autorités maliennes qui, au lieu d'équiper l'armée malienne, ont préféré détourner cet argent à d'autres fins. Donc, la première réponse, nous tous, nous l'avons pensé. Nous tous, nous l'avons dit. Même tout dernièrement, pendant le coup d'État nigérien, nous avons dit que la CEDEAO a failli ces pays sahéliens. L'Union africaine a failli ces pays sahéliens et ne devrait pas leur imposer un calendrier quelconque. Il a juste, moi je pense, répété la même chose en disant que tout le monde et même les autorités à la tête de l'armée malienne ont failli le Mali. Qui n'est pas d'accord avec ça? Qui n'a pas dit que la CEDEAO a failli le Mali? La France a failli le Mali. La communauté internationale a failli le Mali et surtout l'armée malienne qui a été mal occupée par les autorités qui détournaient l'argent des équipements à d'autres fins. Nous avons tous vu la vidéo de du fils de l'ancien président en train de danser quelque part sur les belles plages, loin du Mali, quand le pauvre soldat malien mourait. Et quand le pauvre soldat malien mourait au combat, je vous dis,
on l'enterrait dans les fosses communes. Les femmes n'ont même pas l'opportunité de revoir pour une fois le corps de leur mari. Et on demandait aux veuves de quitter les maisons occupées et des fois des difficultés à récupérer le veuvage de leur mari. Donc, nous sommes là, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Maintenant, je pense que c'est la deuxième partie où il parlait du fait que la France ne peut pas assister à la déchéance de ces pays et que dans 10 ans, ils peuvent revenir finir la guerre. D'abord, quand il dit dans 10 ans, revenir finir la guerre, moi je lui dis, pourquoi attendre 10 ans et finir la guerre? C'est quand la France était sur le terrain qu'il devait finir cette guerre-là. La France vient de quitter le Niger. La France vient de quitter le Niger l'année passée, mais pourquoi la France n'a pas fini la guerre en ce moment contre le terrorisme? Pourquoi la communauté internationale n'a pas jugé bon de finir cette guerre contre le terrorisme l'année passée? Pourquoi attendre encore 10 ans? D'ici 10 ans, il y aura encore des milliers de morts. Même les Dogons, qui étaient un peu paisibles, qui aimaient l'astronomie, ont commencé par prendre les armes et faire la guerre. Les camps de réfugiés, il y a un camp de réfugiés à Bamako, sont déjà surpeuplés par manque de moyens. Donc, pourquoi encore attendre 10 ans? La France devait finir cette guerre quand elle avait l'opportunité. Maintenant, de l'autre côté aussi, nous avons remarqué que malgré que les autorités maliennes, les autorités de la transition, cette transition qui devait finir en février, mais qui continue sans explication, ces autorités maliennes ont décidé d'appeler les Russes à l'aide. Et nous avons même vu les Russes donner des armes, ou venir donner des nouveaux matériaux de guerre au Niger la dernière fois. Mais ce qu'il nous dit, c'est que malgré la présence des Russes, il est impossible d'arrêter le cycle de la violence au Mali. Cette histoire a commencé aussi avec le fait que la transition ne voulait pas organiser des élections et la transition elle-même nous a dit que le Mali est toujours en guerre, le Mali est partagé. J'ai fait un effort pour voir le taux d'attaque l'année passée et c'est très élevé par rapport à la présence des forces françaises. Même avec la prise de Kidal, le taux d'attaque dans la zone des 3 frontières est très élevé en 2023. Un pays qui a été vraiment franc avec sa guerre parce que très accusé de la façon dont il mobilisait la jeunesse, le Burkina Faso, très franc, nous a montré plus d'attaques, plus de morts. Donc, on a l'impression même que avec la présence des forces russes, il est difficile de contenir ces djihadistes-là parce que c'est devenu un cycle de violence. Quand on dit cycle, ça veut dire que ce n'est pas seulement une seule chose, ce n'est pas seulement aller faire la guerre et chasser les terroristes. Quand tu fais cette guerre et tu chasses les terroristes, il y a aussi d'autres choses à régler. Et il a expliqué, il a dit, c'est l'absence de l'État, l'absence d'un bon système de santé, l'absence du travail, l'absence d'une bonne éducation, l'absence de l'État régalien dans ces zones qui fait que quand certaines zones sont libérées, les gens reviennent, font des attaques et ça recommence. Donc, il dit même avec, puisque on nous dit, avant on nous dit que la transition malienne va faire 10 ans. Il nous dit, dans 10 ans, seule la présence des Russes ne peuvent pas arrêter le terrorisme. Et que
il sera possibilité que devant la décadence de ça, devant le fait que les Russes ne peuvent pas maintenir la paix et la sécurité au Mali, la France va revenir. Ça veut dire qu'on va rappeler la France, ou la France se sentira dans l'obligation de revenir. C'est là que je ne comprends. C'est là qu'il devait mieux nous expliquer si la France va revenir dans 10 ans, parce que les Maliens vont le rappeler, vont essayer de renouer avec eux, ou bien s'il veut nous dire que la France elle-même va juste prendre la décision de revenir. De la même façon, la France elle-même a pris la décision de partir. Puisque la première fois que l'armée française est arrivée au Mali, c'est parce que les Maliens les ont appelés au secours. Ce que nous pouvons conclure, j'ai vu les plateaux télé, ce qu'il veut nous dire, c'est juste que dans 10 ans, que la transition malienne nous dit, si la transition malienne fait la guerre comme elle le fait aujourd'hui, dans 10 ans, ce problème n'est pas fini. Donc, même si la transition malienne fait 10 ans, ce problème de terroristes au Mali n'est pas fini et que ça va s'empirer. C'est ce qu'il veut nous dire. Et que ça va même rendre les choses plus faciles pour eux, parce que quand il y aura plus d'État, quand le pays sera en débâcle, ça sera plus facile pour eux de revenir. Maintenant, par quel moyen est-ce que c'est les Maliens qui vont les appeler eux-mêmes? Ils vont voter des lois et puis rentrer dans le pays comme ils ont fait en Libye. C'est là qu'ils devaient mieux nous expliquer. Et c'est juste pour dire que ils savent ce qui est dans le désert. Ils étaient là. Ils devaient normalement faire cette guerre et la finir. Mais ils ne l'ont pas fait. Et ils sont partis. Maintenant que les Maliens essaient de le faire avec les Russes, ils se disent aussi que ça ne va pas régler le problème. Donc c'est devenu un casse-tête chinois, parce qu'on se dit vraiment que la France devait prendre en charge ce problème quand il avait l'opportunité. C'est pas ce qui a été dit pendant le génocide rwandais. Pourquoi refaire la même chose au Mali? La France devait prendre ses responsabilités quand ils étaient là. Maintenant, déployés au Rwanda pendant le génocide rwandais, se demandait s'il fallait protéger seulement le peuple ou se mettre en position de combat. Le journaliste Thomas ne s'est même pas posé la question. On lui a parlé du Togo. On lui a parlé du logiciel Pegasus qui empoisonne nos vies. On lui a parlé du fait que les journalistes sont en danger. Ses confrères sont soit en prison, soit en exil. D'autres même ont connu la mort. Mais il a pris ses responsabilités. Il a dit, je veux enquêter sur cette histoire de coup d'État constitutionnel qui se déroule actuellement au Togo. Malgré tous les dispositifs qui ont été pris pour l'empêcher d'arriver sur le sol togolais, il est quand même arrivé. À son arrivée, il a été cueilli comme au Togo, on nous cueille comme une mangue. Il a été dans les jargons du pouvoir et il a fini au service de renseignement. Jugé à 6 mois de prison avec sursis, il est renvoyé en France. Eh bien, cher journaliste, merci pour ton courage. Tu aurais pu faire l'armée. On aurait peut-être eu de meilleurs résultats. Au Togo, c'est ainsi que nous vivons. Quand nous appelons nos familles, tout ce que nous disons est écouté par le gouvernement qui l'utilise de temps en temps. Peut-être même souvent. Les journalistes togolais sont en danger. Je sais que tu connais déjà tes confrères qui sont en exil de peur de finir en prison. Comme toi-même tu l'as dit, grâce à ce passeport français, tu as pu échapper à la prison et rentrer
en France. C'est ainsi que nous, qui n'avons pas un grand passeport pour nous protéger, nous sommes à la merci de ce gouvernement. J'ai encore un ami à moi, Jean-Paul Omolo, qui est détenu jusqu'à prison. D'autres Togolais couprissent dans ces prisons. Je veux aussi citer tous ces enfants qui sont tombés sous le coup de feu de ces militaires à la sorte de ce gouvernement. Le Togo étant le laboratoire de la France-Afrique, tout ce qui est mauvais, la France-Afrique l'a déjà essayé au Togo, eh bien, l'Élysée et le Quai d'Orsay ne disent rien devant ce délit flagrant. Nous, le peuple togolais, nous, la jeunesse togolaise, nous continuerons par nous battre pour la vérité. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et on se voit